Dimanche 17 juillet 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Entamant les actualités de ce jour par la page sociale, le côté secteur du transport, l'augmentation des frais de bus à 700 et 800 arrières est inacceptable car elle n'a pas fait l'objet de discussions au préalable selon la déclaration des associations de protection des consommateurs hier. Il existe un État dans ce pays dont il appelle les responsables au niveau du transport à prendre leurs responsabilités afin d'éviter les conséquences de cette hausse pour la majorité des citoyens. Les détails avec Jutikal Hanjenirin et Secha Hanjenassi. 5 associations de protection des consommateurs, à savoir le FIMZUMPAM, le GARDUC, le RNDC, le VUMZM et le FIMPA ont tenu leur voix hier pour exiger le maintien du frais au sein des transports en commun de la capitale à 600 arrières, comme décidé durant la réunion des responsables étatiques dont le président Malagas est le représentant des transporteurs. Les passagers ne devraient pas accepter le frais de plus de 600 arrières que certaines coopératives de transport imposent. Quoi qu'il en soit, cette hausse avait été annoncée 2 à 3 jours avant son application sans que les responsables, notamment ceux au niveau de la commune ainsi que ceux au niveau du ministère des Transports, ne réagissent. Depuis hier donc, ces nouveaux tarifs, bien que décidés unilatéralement par l'Association des transporteurs, est appliqués aux grandes dames des passagers. C'est à cause de cette inertie des responsables que les associations de protection de consommateurs ont réagi hier. À ce que l'on sait, le DTMU ou la Direction des transports et de la mobilité urbaine au sein de la commune urbaine d'Antananarive veut attendre encore une semaine avant de prendre des mesures. Une décision pour le moins inexplicable, pour ne pas dire irresponsable, face à cette hausse de frais de transport qui n'a pas été prévue durant la réunion en Bootsrouch et dont se plaignent les usagers. Ces derniers qui devraient donc attendre et supporter cette hausse pendant une semaine. Et que feront-ils, ces responsables au sein de la CUA, si les coopératives de transport n'acceptent plus de diminuer le frais de transport après avoir engrangé les bénéfices sur les frais à 800 arrières? Et la détention de cartes foncières est la solution pour l'autosuffisance alimentaire. Les paysans qui cultivent doivent être rassurés et ne pas s'inquiéter sur leur situation foncière. De plus, le président de la République a renforcé cette semaine que les terres devront être remises aux paysans. Le but est de distribuer plus de 2 millions de cartes foncières. Ainsi, le projet CASEF, financé par la Banque mondiale, le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et celui de l'Agriculture et de l'Élevage se charge de la réalisation technique de ce programme. Antara Donnerville nous en dit plus. Être propriétaire d'un terrain pour les Malgaches producteurs garantit la promotion de l'agriculture et de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Le programme de distribution de cartes foncières rassure les paysans dans leur secteur d'activité. Comme ce qui s'est passé ici dans le district de Mandout, région Vaknakar, jeudi dernier, où le président de la République a distribué plus de 167 000 cartes foncières. Le programme s'étendra dans toute la grande île pour augmenter le nombre des cartes foncières distribuées à travers le projet CASEF, financé par la Banque mondiale et sous la houlette du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, ainsi que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Selon les consignes du président de la République, les personnes qui ont mis en valeur les terres de plus de 5 ans peuvent en demander la carte foncière. Elles peuvent ainsi passer auprès du BIF, au bureau local du service foncier, pour connaître toutes les étapes pour l'obtention des dites cartes foncières. Selon les techniciens au niveau du CASEF, ces cartes foncières sont difficilement falsifiables car elles ont été réalisées à travers les technologies modernes. Par ailleurs, des contrôles sont effectués au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Après Mandout, nous partons à présent dans le nord du pays. La population et le comité de protection du DIN à Ndjafi-Alav, Betik, Ambilbe ont fermé provisoirement en fin de semaine une carrière d'or Nabat Mahir à cause des conflits qui pourraient engendrer des affrontements entre les exploitants, le propriétaire de la carrière et la propriétaire du terrain. Selon nos informations, seule une personne a été habilitée par le propriétaire du terrain à l'exploiter. Reportage. L'exploitation de l'or à Betik est un secteur qui crée de l'emploi. L'économie de la localité en dépend pourtant. L'octroi de terrain aux exploitants crée souvent des conflits. En effet, exploitants, acheteurs, mais aussi propriétaires du terrain ne sont jamais d'accord sur ce qui engendre des blocages pour le secteur de l'exploitation de l'or à Mbilbé. Le récent conflit a commencé au sein d'une même famille et s'est étendu jusqu'aux exploitants de cette carrière, Nabat Mahir, d'Ndjafi-Alav à Betik à Mbilbé. D'un côté, le propriétaire de la carrière déclare détenir le plein pouvoir sur ce terrain.
De l'autre côté, le propriétaire du terrain dit avoir tous les droits sur l'exploitation d'or dans cette carrière d'Anjafialav Betsikambilbe du fait qu'il a hérité de ce terrain. Face à ce conflit, la population avec le propriétaire du terrain a décidé de fermer provisoirement la carrière pour éviter que l'affaire s'étende à un bilbé. Le comité de protection du Dîn, pour sa part, appelle au calme. Des milliers de gens dont le moyen de subsistance dépend de cette carrière appellent les responsables, notamment la direction régionale du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, à trancher sur cette affaire. Dans la page d'hiver, toujours, la famille dans la maison située à Berav Naïtos a été démolie et dont les terres ont été accaparées par un tiers soupçonne des pratiques corruptives dans cette affaire. En effet, il est incompréhensible que la justice ait pu déclarer que cette famille n'avait pas de documents justifiant que leur terrain leur appartient, alors que cette dernière a montré leur titre foncier ainsi que l'autorisation de construire. Elle invite ainsi la justice à reprendre cette affaire et de confronter les documents y afférents, notamment ceux de la famille victime ainsi que ceux de l'autre partie qui se déclarent propriétaires du même terrain. Reportage de Sylvain sur les images de Barnienne Denilson. Il ne reste plus que la moitié de leur maison pour cette famille habitant à Berav Naïtos. Ils craignent que l'édifice s'écroule complètement et que le fruit des années d'efforts et de sacrifices soit réduit à néant. Pire, la moitié du terrain leur appartenant a également été accaparée par une autre personne qui l'a transformé en parking pour ses camions, selon leur récit. La démolition a eu lieu le 30 mai dernier, alors que l'affaire opposant les deux parties est toujours pendante auprès des instances judiciaires. Quoi qu'il en soit, cette famille n'a jamais eu de gain de cause dans cette affaire et se sent complètement démunie devant les manœuvres qui sentent à planer la corruption de son adversaire. Elle invite la justice à reprendre l'enquête sur cette affaire et de comparer leurs documents à ceux de celui qui accapare leur terrain. En effet, aux dernières nouvelles, la justice aurait déclaré que la famille victime ne détenait pas de documents justifiant que le terrain leur appartient. Ce qui est invraisemblable selon un membre de cette famille, car ils ont bel et bien un titre foncier et une autorisation de construire. Durant le reportage, nos journalistes ont voulu avoir la version de la partie adverse, mais celle-ci semble ne pas vouloir répondre à leurs questions. Ceux que nos journalistes ont interrogés avancent que la personne accusée n'était pas présente sur les lieux. Et concernant la situation de la Covid-19 à Madagascar, le ministère de la Santé publique a publié les statistiques officielles qui font état de 191 cas durant la semaine du 9 au 15 juillet 2022. 189 sur ces 191 cas sont des nouveaux cas si 2 cas ont été enregistrés comme tracing contact ou cas contact. Par ailleurs, 3 nouveaux décès ont été recensés durant cette semaine, tandis que 9 personnes présentent des formes graves. Durant cette même semaine du 9 au 15 juillet, 382 personnes sont guéries de cette maladie. Concernant la répartition des cas, Analaming enregistre le plus grand nombre avec 163 cas, 9 cas pour Vaknaka, Ratcha 5 pour la région Vadvav et 3 cas respectivement pour les régions Atsimonje, Fanabouén et Otmatiach, 2 cas pour la région Diana et 1 cas chacune pour les régions Atsimotsnanan et Anossi. Toujours dans cette page santé, la commune urbaine d'Antananarive initie des opérations d'élimination des chiens errants face à la propagation de la rage dans la capitale. Cette opération se tiendra 2 fois par semaine dans tous les arrondissements de la capitale. Et durant ces 2 dernières semaines d'opération, environ 51 chiens ont été abattus. Reportage de Secha Rangelas. C'est par le biais des morsures d'animaux, surtout des chiens qui n'ont pas été vaccinés, qu'une personne peut attraper la rage. Cette maladie peut être mortelle. La commune urbaine d'Antananarive a constaté l'existence de nombreux chiens errants qui sont susceptibles de propager la rage, raison pour laquelle les responsables ont initié une opération pour les éliminer à travers le service de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Cette opération se tiendra dans les 6 arrondissements de la capitale selon les explications et se fera 2 fois par semaine. Au cours de ces 2 semaines d'opération, 51 chiens errants ont été abattus dans la capitale. L'opération se poursuivra la semaine prochaine et ne se terminera que lorsque le nombre des chiens errants diminuera, selon toujours les explications. Dans les actualités internationales de ce soir, en Gironde, dans le sud-ouest de la France, les pompiers luttaient toujours hier contre les feux de forêt déclenchés par la canicule. Depuis mardi, les flammes ont ravagé plus de 10 000 hectares et ont contraint à évacuer plus de 14 000 personnes sur l'ensemble du département, selon les pompiers. France 24. 4 jours et 4 nuits de lutte acharnée en Gironde.
Dès qu'un foyer est éteint, le feu repart un peu plus loin. Et le combat des pompiers est compliqué par des conditions météo extrêmes. Les températures caniculaires de ces derniers jours attisent les flammes. Les vents tournants et anarchiques sont aussi un piège pour les soldats du feu. On scrute minute par minute, heure par heure le vent. Vous voyez aujourd'hui sur le site, c'est un vent de nord-est qui est prévu toute la journée. Hier, c'était un vent de nord-ouest. Donc un déplacement de dispositif qui met à rude épreuve les personnels. La végétation est extrêmement asséchée. Il n'a pas plu depuis plus d'1 mois sur le secteur. La moindre étincelle et c'est l'embrasement. Certains arbres, comme ces pins au tronc creusé pour extraire la sève, accélèrent la propagation des flammes. Leurs fruits, les pommes de pin, deviennent aussi des déclencheurs. Ça, c'est le type de projectile qui va bondir à 10-15 mètres et mettre le feu. Eh bien, ça devient une véritable allumette projetée. Un terrain compliqué rend très difficile les opérations des pompiers. Il y a par endroits des massifs très denses, mais aussi des sols sablonneux qui ralentissent la progression des engins. Alors il faut redoubler d'efforts pour que les flammes ne gagnent pas de terrain. Pour conserver ce périmètre, énormément d'intensité, énormément de mobilisation des pompiers, de l'ONF, énormément de mobilisation aussi en termes de reconnaissance aérienne par 4 vols de reconnaissance. Les pompiers espèrent que les éléments joueront un peu plus en leur faveur, même si les températures sont déjà annoncées à la hausse pour les prochains jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés en Gironde. Et au moment où de nombreux pays du G20 ont de nouveau fermement condamné la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'Union européenne envisage de nouvelles mesures pour durcir les sanctions contre Moscou. De l'autre côté, plusieurs bombardements ont frappé la banlieue de Prokhov dans la région de Donetsk en Ukraine. France 24 nous en dit plus. Des pelleteuses impuissantes face à ces maisons en ruine. Ce samedi, aux premières heures de la journée, des roquettes russes se sont abattues sur cet immeuble de la ville de Chouiv. Au moment des bombardements, cette femme âgée de 83 ans était sur les lieux. Ils tuent des enfants, ils nous enlèvent nos enfants. Comment est-ce possible? Une femme a été tuée, elle s'est enfuie de la maison quand elle a été touchée. Son mari a été tué aussi. L'homme de l'appartement juste là également. 3 personnes ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que Poutine est devenu fou? Un peu plus loin, des roquettes ont également atterri sur une école primaire et un magasin de la ville, ne faisant aucune victime. De quel genre de cibles militaires parlons-nous? Des maisons détruites, des écoles, des maternelles endommagées? Est-ce des cibles militaires? Ce sont tous des cibles civiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui ont perdu des maisons. Dans la ville industrielle de Konstantinovka, dans la région de Donetsk, c'est la 3e fois en 4 jours que ce quartier est frappé. Cette femme a vu une roquette russe tomber dans son jardin au pied de son lit. Elle s'en est sortie indemne, miraculeusement. Boum, boum. Et puis soudain, je suis allongée sur le sol, couverte de gravats. J'ai été jetée hors du lit, c'est tout. De la fumée noire, de la poussière. Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi et je n'ai rien vu. Le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoigu, avait demandé samedi matin à ses troupes d'intensifier les opérations sur le territoire ukrainien. Des frappes qui, selon Kiev, ont tué des dizaines de personnes ces derniers jours. Pour terminer, le prince héritier Mohammed Ben Salman et le président américain Joe Biden ont, lors de leur rencontre en Arabie Saoudite, brièvement évoqué l'affaire Jamal Khashoggi. Si pour MBS, ce meurtre est une tragédie, c'est aussi une affaire classée. MBS a également souligné les erreurs des États-Unis, notamment en Irak. France 24 toujours. Dans le palais royal de Jeddah, une foule de dirigeants arabes réunis autour du grand allié américain. Aujourd'hui, c'est Mohammed Ben Salman, 36 ans et en disgrâce depuis l'affaire Khashoggi, qui mène les échanges avec Joe Biden. Le locataire de la Maison-Blanche en est conscient. Les enjeux de sa visite au Moyen-Orient sont très nombreux. La priorité, convaincre le royaume d'ouvrir les vannes de sa production pétrolière.
Alors que les prix de l'essence s'envolent un peu partout, Joe Biden redouble d'efforts pour les faire baisser dans son pays à l'approche des élections de mi-mandat. Je commence seulement à comprendre à quel point les intérêts américains sont étroitement liés au succès du Moyen-Orient. Les États-Unis sont investis dans la construction d'un avenir positif dans la région, en partenariat avec vous tous. Nous ne nous détournerons pas du Moyen-Orient. Peu de débats autour de la table sur la question des droits humains, mais des accords de coopération conclus par dizaines entre Américains et Saoudiens. Des alliés historiques qui partagent les mêmes préoccupations à l'égard de l'Iran chiite et son expansion dans la région. Mais il y a également deux autres menaces pour Washington, comme le souligne ce spécialiste. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important et qui se dénote dans le discours de Biden. C'est cette inquiétude de voir les pays du Moyen-Orient et les monarchies du Golfe en tête se tourner de plus en plus vers le rival chinois et vers la Russie. Mais je pense que les pays du Golfe ont atteint un stade d'autonomie assez historique dans ce monde de plus en plus multipolaire et ils ne vont pas renoncer du tout à cette liberté. Alors Joe Biden tente de réchauffer les relations avec les monarchies du Golfe. Il a d'ailleurs solennellement invité aux États-Unis son homologue émirati après plusieurs mois de tension. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.